Anacleta a mis un enfant au monde. Une semaine après la naissance, elle lave les frères et sœurs du bébé, leur père, des parents ainsi qu'elle-même, avec une infusion d'herbes médicinales pour qu'ils restent tous en bonne santé et que les hommes soient de bons chasseurs. La jeune femme verse ensuite la décoction dans le fleuve pour que le mal et les impuretés soient entraînés au loin. Ce n'est qu'après ces ablutions que la mère a de nouveau le droit d'offrir la chicha et de recevoir des invités. C'est le Tsitsano, un ancien chaman, qui leur montra un jour comment accoucher les femmes sans avoir à les inciser et leur faire courir le risque d'en mourir. Le Tsitsano avait placé une femme entre deux poteaux et lui avait attaché les bras en hauteur. « Pousse » lui avait-il dit. Il avait enserré son dos pour la tenir fermement et l'enfant était tombé hors du ventre de sa mère. Depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, c'est ainsi que les femmes Zaparo donnent la vie, entre deux poteaux soutenus par leur mari. Il y a fort longtemps, le Tsitsano avait dérobé des flèches magiques à un chaman plus puissant que lui. Grâce à elle, il avait voyagé dans le monde entier et appris des choses qu'il enseigna ensuite à son peuple. Comment mettre un enfant au monde, manger sans s'étouffer, dormir allongé, faire ses besoins. Il lui apprit également qu'il ne devait chasser ni le paresseux ni le colibri et qu'il ne fallait se moquer de personne. Le bébé s'appelle Atatakangwa, un nom qui dans la langue des Indiens Zaparo signifie l'oiseau qui attire les autres oiseaux. Aujourd'hui, seuls 5 ou 6 anciens parlent encore la langue Zaparo. En Équateur, il ne reste plus que 15 à 20 vrais Zaparo. Ils vivent dans 3 villages de la forêt vierge, sur l'un des nombreux petits fleuves d'Amazonie. Avec des Indiens Quechua, Achuar et Shuar, ils forment une petite communauté d'une centaine de personnes vivant encore dans le respect de la culture traditionnelle Zaparo. Le village de Lanchamacocha recense quant à lui 7 maisons et 60 habitants. 2 tiers d'entre eux sont des enfants. Grand-mère Marie-Louisa fait partie des rares personnes qui connaissent encore la langue maternelle. Dans la vie de tous les jours, les Zaparo parlent le quechua pour eux. C'est une langue étrangère au même titre que l'espagnol.
En Zaparo, Marie-Louisa s'appelle Mukutsagwa, le merle d'or. Pour le protéger des parasites, Mukutsagwa enduit un poussin d'un pigment végétal fabriqué à base de graines de roucoulier. Mukutsagwa est la femme du dernier chaman, Manari, dont le nom est aussi celui d'un redoutable caïman. Sur ses 12 enfants, 8 vivent encore à Lanchamakocha. Ici, la plupart des bambins sont ses petits-enfants. Son mari est mort au début de l'année 1997. Les fils de Manari avaient réclamé avec insistance un avion auprès de la ligne aérienne évangéliste chargée d'assurer les vols d'urgence. Ils voulaient emmener leur père malade en ville, dans un hôpital. Mais l'avion est arrivé 2 jours après la mort du chaman. Les Zaparos disent que l'avion a été envoûté par des chamans ennemis. C'est grâce à Manari que les Zaparos ont pu conserver en grande partie leur mode de vie. Il était en effet suffisamment sage et puissant pour endiguer les influences du monde extérieur. Manari avait vu ce qu'il était advenu des peuples voisins qui avaient laissé venir chez eux les étrangers, que ce soit des missionnaires, des colons ou des bûcherons. Toutes les promesses de ces intrus n'avaient conduit qu'à une seule chose, rendre les Indiens dépendants de l'argent des Blancs. Maria prépare un crabe. Elle a 20 ans, c'est la petite fille de Mukutsagwa. Elle a peint son visage avec le pigment des fruits du huituk. Sylvia, la belle-fille, est une indienne chouar. Autrefois, les Zaparos étaient près de 100 000. Ils constituaient alors l'un des peuples les plus puissants d'Amazonie. À la fin du siècle dernier, l'industrie du caoutchouc fit son entrée dans la forêt vierge. Les Blancs recrutèrent les Indiens Zaparos comme on recrute des esclaves et les emmenèrent loin de chez eux. Là-bas, les Zaparos succombèrent aux maladies des Blancs. On raconte aussi que quelques-unes de leurs femmes se laissèrent attirer par les robes et les cadeaux des étrangers et restèrent chez eux. À la fin du boom du caoutchouc, les Zaparos n'étaient plus très nombreux. Outre ceux qui vivent en Équateur, il serait encore une centaine dans la forêt vierge péruvienne. En 1998, les 2 pays ont signé un accord de paix. Depuis, les Indiens Zaparos d'Équateur espèrent pouvoir enfin retrouver leurs parents péruviens. La survie du peuple Zaparo en dépend. Кальян уман тараб чутачу. Мукава сваша манда спишка не током. Мукава. Aïe, aïe. Elvia, la fille de Mukutsagwa, badigeonne les mains de sa mère de Parou, la sève qui fait pousser les racines de yucca. Ainsi, elle transmettra cette force aux petites filles qui l'aident à planter les nouvelles pousses. Le yucca est l'aliment principal des Zaparos. Il peut se manger cuit, mais aussi se boire fermenté dans la chicha. Kumparitama, kumparitama, kumarishijana, 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 kumparitama, kumparitama, kumarishijana, kumarishijana, kumparitama, kumarishijana, 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 kumparitama, kumarishijana. Kumarishijana, kumarishijana, kumparitama.
Я тоха. Ой, аспик мом пой. Янгич я тоха. Муха. Такашер. Ай. Ай, малому. А мастеричу атари. Атари чишмо шушико. Май таwa нингар. Шери, шери, шери. Ay, mami. Ay, salta, siapa? Ya, mungkin gitu. Pasti mungkin jadi menteri. Balon dah masih kecil, balon dah. Autrefois nomades, les Aparos vivaient de la chasse et de la cueillette. Lorsqu'ils se sont sédentarisés, ils ont commencé à cultiver la terre et à utiliser la braise du feu pour cuisiner. Il devint alors nécessaire de fabriquer des ustensiles en céramique. Un chaman leur expliqua qu'il leur fallait fabriquer les récipients sur le modèle d'une demi-calebasse. Il prit de la glaise dans un ruisseau. Une femme en sortit et montra aux femmes Aparos comment modeler ces jattes. Chaque femme fabrique les siennes, comme ici Clara, l'aînée des filles de Mukutsagwa. Sur les récipients, elle peigne des motifs ornementaux se rapportant au fleuve, des tortues ou des fleurs de bananier. À l'intérieur des jattes, elle dessine des vers. Pour les Aparos, ces petits lombrics revêtent une signification particulière. Certaines espèces vivant sur les plantes médicinales sont pour eux un mets de choix et ils les utilisent également pour concocter des remèdes. La fabrication de ces jattes dure plusieurs jours. Une fois formés, les récipients en terre, appelés mukawa en quechua, sont ensuite séchés et précuits. Après quoi, les femmes les décorent avant de les placer sous les braises. Il faut compter 2 jours pour que les jattes soient complètement cuites. Les hommes vont à la chasse tous les jours. La forêt abrite encore de nombreux animaux et pour l'instant, les fleuves sont encore propres. Mais les compagnies pétrolières ne sont plus très loin. Ricardo est l'un des fils de Mukutsagwa. Melchior et Marcello, ses cousins, sont venus lui rendre visite du village voisin, Randiayaku. Ils n'ont encore jamais quitté la forêt vierge, ils ne sont jamais allés en ville. La première fois que Ricardo est allé à Quito, la capitale, c'était en 1998. L'enfer. Dans ces grandes maisons, des gens vivent dans des cavernes de pierre posées les unes sur les autres. Et la première fois qu'il a vu un avion, c'était il y a 20 ans. Les enfants couraient se réfugier sous les toits des maisons, pensant qu'un jaguar particulièrement sauvage attaquait le village. Il est extrêmement rare qu'un avion atterrisse ici. Cela n'arrive que lorsque quelqu'un de l'extérieur a une affaire à régler dans la région. Aujourd'hui, c'est le cas des collaborateurs de l'organisation indienne de la province de Pastatsa. Pour les Aparos, ces rencontres fortuites sont le seul moyen de rentrer en contact avec le monde extérieur. Ils les mettent à profit pour se faire ramener des objets de la ville auxquels ils se sont entre-temps habitués. Machettes, vêtements, savon, sel ou hameçons.
Ces marchandises, ce sont des parents qui vivent en ville qui les achètent, car ici, les gens n'ont pas d'argent. D'ailleurs, pourquoi en aurait-il? Quand quelqu'un doit se rendre en ville d'urgence parce qu'il est malade, pour aller à l'école ou rendre visite à des parents, il espère pouvoir partir avec les avions qui s'arrêtent ici. Mais une fois à l'extérieur, dans ce monde où l'on doit payer pour manger, il risque parfois d'attendre longtemps avant qu'une occasion pour revenir ne se présente. On y va. Combien de passagers aujourd'hui? C'est pour cela que j'ai sifflé. Tout à l'heure, les poissons étaient à côté de l'anguille. Ils l'entouraient. Lorsque j'ai sifflé, ils sont venus vers moi. Parler avec les poissons et les oiseaux n'est pas donné à tout le monde. Les seuls à pouvoir le faire sont les fils de chamans, qui l'ont appris de leur père. D'ailleurs, il n'est pas recommandé d'évoquer ses secrets.
Les Aparos arrivent encore à vivre correctement des fruits d'une forêt vierge qu'ils exploitent raisonnablement. La chasse et la pêche obéissent à de nombreuses règles. On tue les bêtes que l'on peut consommer immédiatement, c'est tout. Et il arrive que l'on renonce à tuer un animal parce qu'on reconnaît en lui un parent décédé. Un jaguar qui n'attaque pas peut être un chaman métamorphosé. Mukutsagwa a reconnu l'un de ses frères dans un cerf qui s'approchait sans crainte. Le père du petit Ravière l'initie à la chasse en lui rapportant un petit oiseau. Plus tard, il lui apprendra à chasser, par exemple en le faisant tirer à la sarbacane sur des cibles. Quand il sera plus grand, Ravière ira lui-même à la chasse. Dans la mesure où les impératifs scolaires le lui permettront, il y a en effet une école ici. L'enseignement se fait en 2 langues, le quechua et l'espagnol. Mais on a du mal à trouver des instituteurs qui arrivent à vivre en harmonie dans la forêt vierge, qui, comme les Indiens, y voient une mère, un père, le siège des esprits, et non un environnement hostile qu'il faut essayer de dompter. Les Aparos savent qu'ils doivent apprendre l'espagnol pour pouvoir défendre leurs droits. Ils ont fondé une organisation qui leur donnera une voix dans la communauté des peuples indiens. Pour préserver leur identité, il est indispensable qu'ils communiquent prudemment avec le monde extérieur. Un autre chasseur a eu plus de chance. Aujourd'hui, c'est au fusil que les Aparos tuent des singes comme celui-ci qu'ils appellent sari. Ils n'utilisent plus la sarbacane parce qu'ils ne fabriquent pas eux-mêmes le curare. Autrefois, ils se procuraient ce poison en faisant du troc avec les Waroni, un peuple ami que les Européens appellent les Oka. Ils ont rompu tout contact avec eux depuis que les communautés Waroni sont dominées par les missionnaires et par les compagnies pétrolières. La chasse au fusil présente un inconvénient majeur, un coup de feu suffit à faire prendre la fuite à tout le troupeau. Manari, le chaman, rêvait que la terre était une boule. Tout ce qu'il trouve sur cette boule est interdépendant. L'homme n'est qu'une créature parmi d'autres, comme les plantes, les animaux, les cours d'eau et les montagnes. S'il se montre présomptueux et détruit ce qui l'entoure, que ce soit à la hache, à l'épée ou en remplaçant les divinités ancestrales par des dieux étrangers, il fait perdre son équilibre à la boule. La mukawa est finie. On l'émaille avec un morceau de résine humidifiée.
Juan Cruz est guérisseur, ce n'est pas un chaman. Il ne sait soulager que des maladies bénignes. Le bec de toucan frotté sur du coton sauvage fera sortir les humeurs maléfiques du corps de l'enfant malade. Les Aparos n'ont plus de chaman depuis la mort de Manari. C'est un de leurs plus graves problèmes. Il est absolument vital de former un des jeunes gens. Mais en Équateur, personne ne peut s'en charger. Manari est mort avant d'avoir eu le temps d'initier un de ses fils. Les Aparos espèrent qu'un parent du Pérou pourra les aider. En effet, seul un chaman est capable de préserver leur vie traditionnelle. Quand mon papa est mort, il était ici, dans cette maison. Il allait très mal. Je suis allé dans la forêt et j'ai tué quelques oiseaux. À ce moment-là, plusieurs troncs se sont mis à bouger violemment. C'était comme un tremblement de terre. Et je me suis dit, maintenant, mon papa est mort. Il s'est encore passé la même chose une fois. Avant, j'avais beaucoup de courage. J'ai tout perdu. Tout m'a abandonné. Je me suis senti seul. Le guérisseur Juan Cruz évente le petit malade avec la fronde de l'ilupanga, une plante sacrée. Il va aspirer le mal avant de purifier l'enfant en lui insufflant du tabac, une autre plante sacrée. Les Shimano, nom que portent les puissants chamans Aparos, ne se contentaient pas de connaître les propriétés médicales de plus de 500 plantes. Pour exécuter des purifications rituelles, le chaman boit l'extrait de plantes sacrées comme le wanduk, une espèce de datura, et l'ayahuasca, une liane de la forêt vierge. Il peut ainsi prendre contact avec les esprits et les ancêtres. Il peut voir l'avenir et pénétrer dans d'autres mondes inaccessibles à l'esprit occidental. Il peut même triompher de sa propre mort. Mon papa est sur une montagne qui s'appelle Supayurku, la montagne des esprits. C'est là que vit mon père. Il nous protège. Il vit avec son père. Il garde les animaux et continue à vivre avec nous. Les Aparos doivent cette conduite d'eau à un missionnaire bienveillant. Manari a approuvé ses travaux, mais quand ils ont été terminés, le missionnaire a voulu construire une église et un cimetière. La conduite d'eau est utile, a dit Manari. Mais à quoi peuvent nous servir une église et un cimetière ? Ricardo se souvient de l'époque, il n'était pas plus grand que ses enfants, où il a vu des Blancs pour la première fois. Des missionnaires venus des États-Unis avaient organisé une campagne de vaccination dans un village voisin.
Aux yeux des enfants, ces hommes blancs, blonds et barbus ressemblaient à des singes colorés. Ils étaient sûrs qu'ils allaient les piquer comme des guêpes avant de les dévorer. Ils se sont cachés dans la forêt, mais ils ont fini par être vaccinés quand même. Les hommes leur ont ensuite montré un film. C'était la chose la plus abominable qu'ils aient jamais vue, dit-il. On y voyait des hommes sur une étoffe tendue, comme s'ils étaient enfermés derrière. Et on en montrait tout le temps un qui était cloué sur une croix. Personne ne venait l'aider. C'est un oiseau qui apporte le malheur. Voilà pourquoi nous voulons le tuer. Silvia, la femme de Ricardo, foule le yucca bouilli. Pour que le yucca puisse fermenter et donner la chicha, les femmes et les fillettes en mâchent de petits morceaux qu'elles recrachent. La salive contient une enzyme qui transforme l'amidon en dextrine et en maltose et favorise la fermentation. La chicha est mise dans de grandes cuves de terre, les tinaras, qui sont couvertes de feuilles de bananier et fermées par des lianes. Au bout de quelques jours, le breuvage a fermenté pour donner du masato. Les femmes le servent, mélangé à de l'eau, toute la journée. Rafraîchissante, la chicha contient également de nombreuses substances nutritives précieuses. Seules celles qu'on laisse longuement fermenter en prévision des fêtes enivrent. Celui qui se voit offrir la chicha sait qu'il est le bienvenu. C'est un signe de prévenance et d'hospitalité. Il ne faut jamais refuser la chicha sous peine d'offenser la femme qui vous l'offre. Les poissons enveloppés dans des feuilles de bananier sont cuits à l'étuvée sur le feu. Makis kurus kan jadi shopping dari. Cim. Chatakwa, lagarto, chatakwa. Pour le jeu des esprits, Ricardo s'est noué autour de la tête la lanchama, l'écorce d'arbre à qui les aparos doivent leur nom d'origine. Dans leur propre langue, ils s'appellent en effet les Lanchamahuiragucha, ceux qui utilisent la lanchama. Autrefois, l'écorce était piétinée, aplatie en feuilles, séchée et peinte. Elle servait de vêtements et de couverture avant que les aparos ne découvrent les vêtements des Blancs. La lanchama sent bon la forêt.
Le jeu des bananes. Diego récolte des bananes. Pendant la fête, on ne se contente pas de boire la chicha. Ce geste veut dire « tout va bien pour nous, nous vivons dans l'abondance ». Wakamaya warmiga sapita mirimilla sapita mirimilla nyukari rayunyana kamami tioni wakamaya warmiga yarila rini sapita mirimilla sapita mirimilla wakamaya warmiga rini kunanga rini chai chị wakamaya takan tanu kai kwa tai kwa nu kai ke nu kuna ia di istai tanu kai kwa tai kwa nu kai tai kwa. Elle dit, ainsi se termine la fête des Aparos. Avant la naissance du monde, alors que tout était encore plongé dans les ténèbres, deux chamans se querellèrent. L'un voulait faire naître la lumière, l'autre voulait conserver l'obscurité. Alors le premier déroba quelques braises et s'envola sous l'aspect d'un dindon sauvage. En s'envolant, il cria et l'autre se réveilla. « De quel droit emportes-tu le feu ? Je veux que les enfants naissent dans la lumière. » « Cela n'arrivera que si je l'ordonne, dit l'autre. Le premier se transforma en oiseau de nuit et reprit du feu. Mais de nouveau, l'autre le surprit. « Si tu oses recommencer, je te tue. » Alors, le premier donna à l'autre une plante qui fait dormir. Lui-même but du wanduk et de l'ayahuasca, il prit la braise et s'envola sous les traits d'un pic. Il volait en haut et en bas, en haut et en bas. Alors qu'il était déjà loin, il cria de joie. Et la lumière se transforma en soleil. L'autre chaman se réveilla. Il dit « Ce que tu as fait, je le voulais aussi, mais tu m'as devancé. À présent, faisons le reste ensemble. » Ils burent du wanduk et de l'ayahuasca et créèrent les cours d'eau, la mer et les montagnes.
Mais quand ils voulurent créer la lune et les étoiles, ils se querellèrent de nouveau. Car le premier voulait que la lune soit aussi claire que le soleil, que le jour et la nuit soient identiques. Non, les plantes, les animaux et les hommes ont besoin d'un moment pour se reposer, dit l'autre. Le premier voulait que la nature donne des fruits toute l'année. Non, les plantes et les bêtes doivent mûrir une seule fois par an. Mais l'homme souffrira si tu agis ainsi. Je veux que l'homme reçoive l'épée et que quand il la jette, elle se transforme en pirogue. Non, si les hommes veulent une pirogue, ils doivent travailler, dit l'autre. Et les choses en restèrent là, car ils se querellèrent jusqu'à en mourir. Aussi, les choses restèrent telles qu'elles sont.